Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie chaleureusement d'être présents aujourd'hui. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Sabine Pinchot ainsi qu'aux membres du comité d'organisation pour leur invitation à intervenir dans cette série de rencontres consacrées à l'art et aux femmes. Lorsque Sabine m'a proposé d'aborder la question du rapport entre les femmes et l'art du XVIIe siècle, elle a souligné qu'il y avait un fort désir de réserver une place à Artemisia Gentileschi, artiste italien qui fait une entrée remarquée dans l'imaginaire collectif jusqu'à devenir une véritable icône pop. N'étant pas spécialiste de Gentileschi, je me suis interrogée sur l'approche la plus pertinente face à un artiste à la fois abondamment étudié et central dans le renouvellement méthodologique de l'histoire de l'art. Je tiens d'ailleurs à remercier deux grands spécialistes de son œuvre, Patrizia Cavazzini et Judy Mann, pour leurs précieux conseils. Aujourd'hui, Artemisia Gentileschi est peut-être l'artiste femme la plus célèbre de l'époque moderne. Mais qui voyons-nous réellement lorsque nous regardons ses œuvres ? L'étude de son travail est compliquée par le fait que sa personnalité et son parcours biographique ont été redécouverts avant même que son œuvre picturale ne fasse l'objet d'une analyse critique systématique. Pendant longtemps, ces tableaux ont été interprétés à travers le prisme de sa vie comme les reflets directs d'une existence hors du commun. Née à Rome en 1593, fille du peintre Orazio Gentileschi, proche collaborateur de Caravage, Artemisia grandit dans un milieu artistique vibrant mais profondément masculin. Orpheline de son plus jeune âge, elle assume très tôt des responsabilités domestiques tout en se formant dans l'atelier paternel. Sa jeunesse est marquée par l'épisode traumatique du viol qu'elle subit par Agostino Tassi, un peintre chargé par son père de parfaire sa formation en perspective. Le procès qui s'ensuivit, exceptionnellement bien documenté, a joué un rôle déterminant dans la construction de son image publique. Mariée peu après et installée à Florence, Gentileschi donne naissance à plusieurs enfants, dont seule sa fille Prudencia, elle aussi peintre, atteindra l'âge adulte. C'est à Florence que sa carrière prend un tournant décisif. Elle entretient des relations avec d'influents commanditaires et des intellectuels tels que Michelangelo Buonarroti le jeune et Galileo Galilei, et devient la première femme admise à l'Accademia delle Arti del Disegno. Son activité se poursuit ensuite entre Rome, Venise et surtout Naples, où elle travaille pour le vice-roi espagnol avant de rejoindre même la cour d'Angleterre. Gentileschi est alors à la fois artiste reconnu, entrepreneur habile et mère. Sa correspondance avec ses mécènes révèle une femme déterminée, consciente des obstacles liés à son sexe, mais parfaitement intégrée au marché artistique de son temps. Dans ses lettres les plus intimes, adressées à l'homme dont elle s'apprend hors mariage, apparaissent au contraire des traits plus vulnérables, passionnés et profondément humains. Après la publication d'un essai de Roberto Longhi consacré aux Gentileschi père et fille, la redécouverte de l'artiste s'est d'abord construite dans le champ littéraire, à travers le travail d'écrivaines comme Anna Banti, puis plus tard Alexandra Lapierre. L'attention portée à ces vicissitudes biographiques passionnantes et souvent dramatiques a entraîné une lecture largement biographique de sa production artistique. Dans presque chaque figure féminine qu'elle a peint, on a voulu reconnaître un autre portrait. Dans les figures masculines, de projection du père ou de son agresseur. Les héroïnes bibliques et antiques qu'elle a représentées à maintes reprises, Judith, Suzanne, Cléopâtre, Lucrèce, ont ainsi été vues comme des compensations psychanalytiques des injustices subies. Cette approche, animée par le désir légitime de redonner voix à une expérience féminine longtemps occultée par l'historiographie, n'en demeure pas moins réductrice. Elle transforme la complexité de sa peinture en un document psychologique et alimente une curiosité indiscrète pour sa vie personnelle, au détriment d'une analyse attentive de ses choix stylistiques, iconographiques et professionnels.
Or, il convient de rappeler que les sujets féminins peints par Gentileschi étaient particulièrement prisés sur le marché artistique italien du XVIIe siècle. La peintre a su mettre au contraire en valeur, avec une véritable intelligence d'entrepreneuse, sa remarquable capacité à représenter le nu féminin, sensuel et raffiné. Un élément décisif de son succès. Le fait que les héroïnes du passé soient représentées par une femme constituait sans doute un attrait supplémentaire pour le commanditaire et les collectionneurs. Entre les années 1980 et 1990, l'œuvre de Gentileschi est devenue un terrain privilégié de débats liés à l'émergence des approches féministes en histoire de l'art. Des chercheuses telles que Mary Garrard, Griselda Pollock ou Mieke Ball ont formulé des réflexions fondamentales sur la manière d'étudier dans une perspective historique, l'art produit par des femmes. La question centrale, hier comme aujourd'hui, reste la suivante. Comment restituer l'expérience féminine du passé sans y projeter rétrospectivement des catégories de genre contemporaines? La prédominance dans l'œuvre de Gentileschi de figures féminines célèbres, reines, héroïnes bibliques, protagonistes de l'Antiquité, conjuguée à la tendance critique à le lire comme le reflet de sa personnalité charismatique, a favorisé l'interprétation de son art à travers des étiquettes suggestives telles que « female hero » ou « héroïne de l'art ». Dans cette intervention, je voulais proposer une expérience méthodologique différente. Que se passe-t-il si, au lieu de concentrer notre regard sur Judith, Cléopâtre ou Lucrèce, nous reconsidérions le tableau à partir de figures secondaires, servantes, suivantes, travailleuses, qui peuplent le marge de la scène? En d'autres termes, que se produit-il si nous déplaçons l'attention de l'identité de l'artiste vers le monde qui l'entoure? Et quelle pouvait être sa perception d'un monde de plus en plus global, traversé par une intense circulation de personnes, des objets et de savoirs? Déplacer le regard vers des figures seulement en apparence marginales dans la construction du sens de l'œuvre permet d'interroger en même temps les multiples formes de la fémininité au XVIIe siècle, façonnées par des hiérarchies sociales, des rapports de pouvoir, mais aussi de dynamiques de solidarité et de collaboration. Mary Garrard observait déjà que ce qui distingue les héroïnes de Gentileschi, notamment ses célèbres Judith, de celles de ses collègues masculins, ne réside pas tant dans la représentation spécifique de la violence intra-genre, quant à la mise en scène du succès féminin comme un résultat d'une collaboration entre femmes. Dans ces toiles, l'acte héroïque n'est souvent pas un geste solitaire, mais une action partagée. Redonner présence et capacité d'agir à des figures féminines longtemps oubliées par l'histoire de l'art, c'est ouvrir un regard plus vaste sur la culture du XVIIe siècle. C'est reconnaître que dans l'Europe moderne, l'identité féminine ne se définissait pas seulement en opposition au canon masculin dominant, mais aussi à travers un dense réseau de relations internes au monde de femmes mêmes, relations de dépendance, de conflits, mais aussi de solidarité et de coopération. L'expérience féminine n'était ni univoque ni homogène. Elle variait profondément selon l'âge, la condition sociale, la profession ou encore l'origine ethnique. Parler de la femme au XVIIe siècle au singulier risque ainsi d'aplanir une réalité historique infiniment plus complexe et nuancée. Un regard plus attentif à ces différences, ce que nous appellerons aujourd'hui une approche intersectionnelle, permet de restituer davantage de profondeur à la représentation de femmes dans l'art moderne. Je voudrais mettre à l'épreuve cette proposition critique à travers l'analyse d'un tableau de Gentileschi moins étudié que d'autres œuvres célèbres. La Betsabée au bain, conservée à la Galleria Palatina du Palazzo Pitti à Florence. Ce tableau illustre un épisode raconté dans le deuxième livre de Samuel. Le roi David, penché à la loggia de son palais, aperçoit Betsabée, épouse d'Uri, soldat hittite à son service, tandis qu'elle se baigne dans son jardin. Frappé par sa beauté, il en tombe amoureux et la fait conduire à la cour. De leur union naîtra un fils. Pour l'épouser, David envoie Uri mourir au combat. Dieu punit toutefois l'adultère et le premier enfant du couple meurt.
Cette histoire sombre, marquée par le désir, la violence et la faute, est également chargée d'une signification théologique. De cette lignée naîtra le Christ. Gentileschi situe la scène sur une terrasse bordée d'une balustrade, un espace ambigu à la fois ouvert et protégé, suspendu entre intimité et exposition. Au centre domine le nu monumental de Bethsabée, saisi au moment d'ôter ses derniers bijoux, dans un geste lent, presque rituel. Autour d'elle gravitent 3 servantes. Une avance de dos en portant un bassin d'eau. Une autre tient le miroir dans lequel Bethsabée contemple son reflet. Et la troisième, derrière elle, transporte un coffret de bijoux, tout en observant un collier de perles comme absorbé par sa beauté. À l'arrière-plan, un jardin luxuriant sert de décor théâtral. Depuis le balcon d'un édifice lointain, apparaître minuscule, presque imperceptible, la figure de David. Comme nous spectateurs, il regarde la belle Bethsabée encore ignorante de son destin. La composition s'organise ainsi autour d'un réseau complexe de regards. Bethsabée qui observe dans le miroir, la servante qui contemple les perles, la compagne qui se tourne vers elle, David qui épie de loin, et enfin nous, témoins de l'ensemble. Le véritable protagoniste de la composition n'est donc pas seulement le corps féminin, mais l'acte même de regarder. Autrefois, l'œuvre était datée du séjour florentin de Gentileschi. Toutefois, une analyse approfondie de la composition, des comparaisons stylistiques et des analyses techniques ont permis de situer son exécution à Naples. La chronologie reste discutée, certains spécialistes proposant les premiers séjours napolitains vers 1635, d'autres les seconds entre 1650 et 1652. Si cette dernière hypothèse est retenue, il s'agirait de l'une des ultimes œuvres de l'artiste. Il existait par ailleurs une copie détruite, presque identique, conservée à Gosford Park, signe supplémentaire du succès de la composition. Placé en réserve dans des conditions inadéquates lors de la réalisation d'une tapisserie tirée de son modèle, le tableau subit de graves dommages. Une restauration récente en a restitué la lisibilité, faisant réapparaître des détails altérés, notamment la petite figure de David. Les circonstances exactes de son entrée dans les collections médicines restent partiellement obscures, mais l'œuvre est attestée à Florence de 1662. À l'origine, elle semble avoir été exposée dans la Camera del Trucco, la chambre du maquillage, de l'appartement d'hiver de Ferdinand II de Médicis, l'espace où le grand-duc s'habillait, construisant et contrôlant sa propre image. Détail suggestif, un tableau centré sur le thème du regard et du miroir, placé précisément dans les lieux où le pouvoir se mettait lui-même en scène face à son propre reflet. Gentileschi revient à plusieurs reprises sur ces sujets. Nous connaissons au moins 6 autres versions de la Bethsabée, preuve de l'intérêt durable suscité auprès des commanditaires. Durant ces années napolitaines, l'artiste dirigeait un atelier particulièrement actif, capable de répondre à une demande large et internationale. Si elle s'appuyait sur des collaborateurs, les œuvres circulaient sous son nom, véritable gage de qualité et de cohérence inventive. Cette organisation révèle non seulement son extraordinaire maîtrise artistique, mais aussi ses compétences d'entrepreneuse. Dans certaines toiles, on reconnaît des mains différentes, parmi lesquelles celle de la fille Prudencia Palmira, dont la personnalité artistique attend encore d'être pleinement distinguée de celle de sa mère, ainsi que des collaborateurs tels que Bernardo Cavallino, Onofrio Palumbo et peut-être Giovanni Battista Colimodio. La version la plus proche de la toile de la Galleria Palatina est aujourd'hui conservée au Neues Palais de Potsdam. Leur comparaison éclaire le fonctionnement de l'atelier qui utilisait dessins préparatoires et cartons afin de reproduire avec précision les figures d'une toile à l'autre. Pourtant, chaque version introduit des variantes dans le paysage, les couleurs, certains détails, de manière à présenter chaque toile comme une œuvre autonome et originale. Or, dans le tableau florentin, une modification se relève particulièrement significative. La servante à la peau claire aux cheveux blancs qui contemple les colliers de perles dans la toile de Potsdam
est remplacée par une jeune femme d'origine africaine. J'emploierai ici le terme noir et africain pour désigner des figures que la culture visuelle européenne de l'époque associait à l'Afrique subsaharienne en tant que catégorie historiquement constituée par le regard européen et non comme des identités autodéfinies. C'est sur ce geste artistique que je voudrais concentrer mon propos aujourd'hui. Pourquoi introduire cette figure et quel effet produit-elle sur le sens global de la composition? L'historien de l'art Victor Stoïkita a observé que dans la tradition visuelle occidentale, le soi tend à occuper le centre de l'image, tandis que la figure de l'autre est construite aux marges. L'altérité n'a pas de sens, c'est un concept relationnel. On n'est autre que dans le regard de quelqu'un. C'est notre œil de spectateur qui établit les hiérarchies, déterminant ce qui est central et qui est périphérique dans la production du sens. Si nous regardons l'essence selon des habitudes visuelles bien ancrées, nous pourrions percevoir la servante noire comme une présence marginale, reflet de la subordination sociale à laquelle une large partie des personnes afrodescendantes étaient confinées au XVIIe siècle. Pourtant, les réseaux de regards qui structurent le tableau nous rappellent qu'à cette époque, les dynamiques d'interaction avec les images étaient certes hiérarchiques, mais non figées. En réorientant notre regard, l'image peut apparaître comme un champ de tension où les hiérarchies visuelles se construisent, mais peuvent aussi être mises en question. L'importance de la servante noire dans l'économie de la scène est soulignée par sa posture singulière qui reflète celle de la protagoniste Bethsabée comme un double par contraste. La répétition de leurs gestes instaure un jeu de miroir où identité et différence se produisent l'une par l'autre. Dans cette dialectique, l'autre est inscrit dans le même espace que le moi, une proximité qui n'abolit pas la distance, mais au contraire la rend visible. Entre 15e et 17e siècle, la présence des personnes afrodescendantes en Europe augmente sensiblement. À travers les routes du commerce esclavagiste reliant l'Afrique occidentale et septentrionale aux principaux ports de la Méditerranée et de l'Atlantique. De nombreuses femmes en conditions serviles ou d'esclavage étaient employées aux travaux domestiques dans les maisons aristocratiques et bourgeoises. Présence bien réelle, elle était pourtant rarement représentée dans l'art de l'époque. Les images de femmes africaines apparaissent moins fréquemment que celles des hommes. D'une part parce que le corps masculin dominait largement la production artistique, d'autre part parce que le corps masculin noir disposait de modèles iconographiques plus solidement établis, tel celui du roi mage Balthasar. Dans une tradition visuelle déjà marquée par la marginalisation des figures d'origine non européenne, les femmes afrodescendantes étaient encore plus invisibles. C'est précisément ce qui rend la servante de la Bethsabée au banc de Gentileschi si précieuse pour notre réflexion. Elle introduit une figure féminine rarement visible en peinture, au cœur d'une scène construite autour du motif du voir et de l'être vous. En même temps, sa présence nous oblige à interroger nos propres habitudes d'attention. Sur quelle image l'histoire de l'art celle traditionnellement arrêtée? Qui avons-nous appris à regarder et qui avons-nous appris à ne pas voir? Arrêtons-nous un moment sur cette figure. La jeune femme est peinte avec un naturalisme incisif, avec une attention minutieuse portée aux traits du visage, le profil du nez, la ligne de la bouche, la coiffure, qui contraste avec la suavité schématique, presque abstraite, des autres visages féminins, au point de faire penser à un portrait individualisé. Gentileschi construit autour d'elle un contraste chromatique marqué qui renforce sa présence scénique et la distingue du reste du groupe. Au XVIIe siècle, la représentation de la peau noire constituait à la fois une épreuve de virtuosité technique et un moyen de construction de l'altérité. Il ne s'agissait pas seulement de peindre une carnation différente de celle sur laquelle les artistes étaient généralement formés, mais d'inscrire le corps dans une hiérarchie précise de visibilité. Comme l'a écrit l'historien de l'art Anne Lafont, la peinture devient alors un dispositif qui produit de la différence.
rendant cette figure immédiatement perceptible comme autre dans l'espace de la scène. Les vêtements contribuent également à cet effet. Dans la version de Potsdam, la robe de la servante qui soulève les perles était bleue. Ici, elle devient d'un jaune intense, une couleur loin d'être neutre dans la culture visuelle de l'Europe moderne. Le jaune pouvait être associé à l'étranger et aux non-chrétiens. Dans certains contextes, les juifs étaient contraints de porter des signes distinctifs jaunes, mais aussi à la servitude et la marginalité. Selon les théories morales de l'époque, il correspondait au tempérament chaud et sec de la bile, géographiquement relié au pays chaud. Les motifs à rayures verticales qui ornent la ceinture renforcent cette construction de la figure comme autre. Comme l'a montré Michel Pastoureau dans L'étoffe du diable, le tissu rayé fut longtemps imposé à des figures situées aux marges de la société, prostituées, bouffons, bourreaux, esclaves, car troublant la vue, elle était perçue comme visuellement chaotique, parfois même diabolique. Les vêtements de la servante concourant ainsi à définir une hiérarchie à la fois visuelle et sociale. L'origine africaine de la jeune femme est encore soulignée par ses boucles d'oreilles ornées d'une pierre rouge, peut-être du corail. Dans les images de serviteurs et servantes afrodescendants, ces ornements sont souvent accentués. Ils pouvaient évoquer un don du maître et donc un rapport de possession, mais aussi une idée de spectacularité luxueuse. En même temps, ils reflétaient de stéréotypes répandus, nourris des représentations fantasmées des corps africains comme hyper ornés, faisant référence à des pratiques de modification corporelle telles que la scarification rituelle. Ces traitements naturalistes de la figure noire nous incitent à nous interroger. Qui était cette femme et dans quelles circonstances l'artiste a-t-elle pu la rencontrer? Gentileschi était connu pour sa capacité à fixer sur la toile des physionomies individuelles qui réapparaissent parfois reconnaissables dans une œuvre à l'autre. Naples, où le tableau fut exécuté, alors partie intégrante de la monarchie espagnole, constituait au XVIIe siècle un carrefour majeur de circulation globale de personnes, objets et savoirs. La ville comptait une présence significative d'individus originaires du continent africain, dont beaucoup travaillaient comme serviteurs, parfois en condition d'esclavage. Il n'est donc pas improbable que Gentileschi a rencontré une femme dont elle aurait transposé les traits dans un contexte biblique. Reste cependant une question cruciale. Devons-nous interpréter l'introduction de ces personnages comme un simple reflet de la position sociale assignée aux partie de la population africaine dans l'Italie du XVIIe siècle? Ou bien cette présence, si ancrée dans le présent historique de l'artiste, vient-elle produire une tension volontaire avec les cadres vétérotestamentaires de la scène? Il est possible qu'en introduisant cette figure, Gentileschi a voulu évoquer le cosmopolitisme des cours pour lesquels elle travaillait, y compris celle de Médicis où le tableau parvient. À cette époque, la cour médicine employait des personnes afrodescendantes, peut-être en condition d'esclavage, sur lesquelles nous disposons de peu d'informations. Parmi elles figure Pietro Moro, représenté par le peintre de cour Justus Sustermann, aux côtés de deux paysans âgés qui fournissaient la cour un nu et un oie. La scène adopte un ton ambigu, presque comique. Pietro, placé derrière les deux femmes qui ne se doutent de rien, accomplit un geste obscène que seul le spectateur peut voir. Il en résulte une théâtralisation dans laquelle le corps noir est à la fois intégré à l'espace de la cour et transformé en spectacle, parallèlement à celui de la femme âgée. Pietro appartenait probablement à l'entourage domestique du cardinal Giovanni Carlo ou de son frère Ferdinand II de Médicis, dans la Camera del Trucco duquel était également exposée la Bexabe de Gentileschi. La présence matérielle de ces œuvres dans un même contexte invite à la réflexion. La représentation de figures afrodescendantes participait-elle à la construction d'une image sophistiquée et politiquement ambitieuse du pouvoir médecin? Comme l'a observé l'historien de l'art Paul Kaplan, la présence de serviteurs de couleur dans les cours italiens n'impliquait pas automatiquement leur représentation dans les arts figuratifs. Leur inclusion relevait plutôt d'un choix calculé.
rendent visible l'ampleur globale des ambitions politiques d'une dynastie. La Naples du XVIIe siècle, où Gentileschi peint la Betsabé, ne faisait pas exception. C'est dans cette ville que l'artiste travailla notamment pour le vice-roi Fernando Afán de Ribera, engagé dans des campagnes militaires contre l'Empire ottoman, au sein duquel combattaient aussi de nombreux hommes originaires de l'Afrique subsaharienne. Ces conflits contribuant à façonner en Europe une perception du corps noir souvent assimilée à un univers religieux et politique perçu comme rival. Nous savons en outre qu'un autre de ces mécènes, le noble sicilien Antonio Ruffo, possédait et commerçait des esclaves. Au début du XVIIe siècle, la présence des pages et des serviteurs africains était devenue un véritable marqueur de distinction sociale pour les élites aristocratiques. Ces figures rehaussaient visuellement les rangs de la personne qui l'accompagnait, signalant le prestige, richesse et ouverture sur un monde traversé par des routes globales. Il est plausible que Gentileschi maîtrisait parfaitement ces codes visuels. Entre 1611 et 1612, les années du procès pour viol, Orazio Gentileschi et Agostino Tassi peignent à fresque le plafond du casino delle Muse dans les jardins du Quirinal. La scène représente un concert musical avec Apollon et les Muses dans une loggia à balustrade illusionniste ouverte au-dessus du spectateur. Parmi les figures apparaît une jeune femme élégamment vêtue, agitant un éventail, suivie d'une figure africaine qui l'assiste. Le genre de cette dernière demeure incertain, notamment en raison de la visibilité partielle de son vêtement. Cette composition reprend un motif déjà expérimenté par Andrea Mantegna dans la Camera Picta a Mantoue en 1470, où une dame blonde au teint clair interagit avec une figure de couleur coiffée d'un turban. La jeune femme à l'éventail du Quirinal a parfois été identifiée comme un portrait d'Artemisia. Aucun document n'atteste la présence des serviteurs africains dans l'entourage domestique de Gentileschi. La figure des couleurs doit donc être comprise comme un élément iconographique cohérent avec le langage aristocratique de l'époque. L'historien de l'art Roberto Contini a suggéré que cette figure androgyne pourrait bien avoir constitué un précédent visuel pour les servantes africains qui apparaîtront 2 décennies plus tard dans les Betsabé de Gentileschi. Cependant, la condition servile ne constituait pas l'unique modalité de présence des personnes d'origine africaine dans la Rome de l'époque. Quelques années plus tard, Agostino Tassi participa aux côtés de Carlo Saraceni et Giovanni Lanfranco à la décoration du Salone dei Corazzieri au palais du Quirinal. Ils y peignaient de fausses loggias où se penchent de figures liées aux ambassades extra-européennes arrivées à Rome dans les premières années du XVIIe siècle. Parmi elles, on trouve Antonio Manuel Nevunda, ambassadeur envoyé à Rome par le roi chrétien Alvaro du Congo auprès du pape Paul V. Sa mission visait à soutenir l'émancipation du royaume congolais face au contrôle croissant du Portugal. Son voyage fut long et éprouvant. Retenu à Madrid, il arrive à Rome en 1608 dans un état de santé critique et mourut quelques jours plus tard. Le pape ordonna que son catafalque soit porté en procession jusqu'à la basilique de Santa Maria Maggiore durant la fête de l'Épiphanie, célébration qui devait marquer sa visite. Un monument funéraire fut lui dédié, peut-être le premier de ce type pour un Africain dans l'Europe moderne. Comme l'a montré l'historien de l'art Cécile Froment, son origine subsaharienne favorisant une lecture symbolique en lien avec Balthazar, le roi mage traditionnellement représenté comme noir, dans le cadre de la requalification de Santa Maria Maggiore en Bethléem de Rome. Dans ces entrelacs de diplomatie, l'Afrique participait pleinement au théâtre politique de la ville. Surtout, les personnages d'origine africaine ne furent pas seulement des objets de représentation artistique, elles furent aussi des sujets actifs dans le monde de l'art. Agostino Tassi collaborait par exemple avec un peintre mentionné dans les documents sous le nom de Salvatore Moro Indiano. Si le terme indiano pouvait désigner de manière générique une provenance d'Asie, des Amériques ou parfois d'Afrique, l'adjectif Moro suggère qu'il pouvait s'agir d'une personne afrodescendante.
Loin d'être cantonnées au seul rôle de serviteurs, les personnes d'origine africaine apparaissent dans des fonctions et des contextes sociaux variés au début du XVIIe siècle. Revenons alors à la Bethsabée. Certains chercheurs ont proposé une lecture symbolique de cette composition. Durant son séjour florentin, Gentileschi fut en relation avec Galileo Galilei, qui en 1610 avait observé, grâce à la lunette astronomique, des corps célestes jusqu'alors inconnus. Alessandro Tosi a suggéré que les différentes inclinations de visage de 4 femmes dans le tableau, de face, de profil et de 3/4, puissent faire allusion aux études de Galilée sur les phases lunaires. Cette interprétation, qui repose sur une datation florentine du tableau, surtout risque toutefois de réduire la figure africaine en pure allégorie. Les visages à la carnation sombre seraient ainsi assimilés symboliquement à l'obscurité nocturne. Or, l'association entre beauté féminine noire et la nuit constituait un topos largement répandu dans la culture du XVIIe siècle. On le retrouve dans les arts visuels comme dans la littérature, au sein d'un schéma symbolique qui relaie de manière problématique noirceur et obscurité. Un texte exemplaire à ces regards est le poème Bella Schiava, Belle esclave, du poète napolitain Giovanni Battista Marino. Noir, oui, pourtant tout est belle entre les belles. Ô prodige charmant de nature et d'amour, près de toi, l'aube est grise, et la pourpre et l'ivoire sont surpassés et obscurcis par ton ébène. Quand donc, où donc le monde antique ou celui-ci, ont-ils pu voir jamais, ont-ils jamais senti clarté si vive issue d'une encre ténébreuse, ou d'un bois calciné jaillir si pure flamme? Asservie à qui m'est servante, j'ai le corps désormais tout entravé de tels liens sombres que nul blanchiment ne sera dénoué. Soleil, là où ton feu brûle plus fort, est né pour ta honte un soleil tel qu'en sa belle face la nuit s'étend et qu'en ses yeux brille le jour. Le poème repose sur un jeu de contraste et de révincerement. Amour et esclavage s'entremêlent. La servante rend le poète esclave et en la sujettisant à son charme. Sa beauté est célébrée à travers l'opposition du blanc et du noir. Ivoire et ébène, encre papier, charbon et lumière, jour et nuit. La beauté noire est chantée par opposition à une norme implicite pensée comme blanche. Cette ambivalence laisse entrevoir certains présupposés culturels qui, à la fin du siècle, contribueront à l'élaboration d'une pensée raciale structurée. La poésie de Marino et les tableaux de Gentileschi participent de ces mécanismes complexes. D'un côté, ils confirment la centralité de la blancheur comme idéal de beauté et signe de primauté sociale. De l'autre, ils s'inscrivent dans une tradition plus vaste qui, de le XVIe siècle, avait célébré la beauté des femmes noires en se référant à des figures mythiques ou religieuses comme la reine de Saba ou encore des saintes ou des madones noires vénérées dans différentes régions de la chrétienté. À l'époque, les corps féminins noirs n'étaient donc pas uniquement marginalisés. Ils pouvaient être érotisés, investis symboliquement et plus rarement idéalisés. La poésie de Marino offre aussi une clé de lecture pour la Bethsabée du Palazzo Pitti. Comme dans le texte poétique, la protagoniste et son double s'y construisent sur une série de contrastes. La couleur de carnation, le statut social, le rapport aux bijoux qu'elle manipule toutes les deux. Bethsabée retire ses ornements avant de se purifier dans l'eau, geste qui suggère un passage, une transformation. La servante africaine, au contraire, contemple le collier de perles. Le centre de la scène pourrait alors être précisément ces colliers, vezzolo en italien, qui passent des mains de l'une à celles de l'autre. Objet de désir, symbole de richesse, emblème de vanité, mais aussi de pureté. Il est toutefois possible que les liens entre la servante africaine et les colliers de perles témoignent également de la conscience de l'origine exotique du matériau. À l'époque moderne, les perles étaient pêchées en Europe et dans les Amériques. Pourtant,
celles provenant de l'océan Indien étaient tenues pour incomparables par leur qualité et leur éclat. Elles parvenaient en Europe à une quantité limitée, alimentant un imaginaire de richesse attaché à des territoires perçus comme lointains, mystérieux et extraordinairement fertiles. Derrière cette splendeur s'est cachée pourtant une réalité brutale. L'extraction impliquait en effet une exploitation sévère de la main-d'œuvre locale et un impact environnemental dévastateur. Les sources décrivent la dangerosité de plonger. Les pêcheurs s'immergeaient en apnée, descendaient jusqu'aux bancs de coquillages, les détachaient à la base et les recueillaient dans des sacs en cuir tressé. Beaucoup mouraient noyés, victimes de la pression ou attaqués d'animaux marins. Dans les Amériques, des esclaves d'origine africaine furent employés pour pêcher les perles en raison de leur réputation de bons nageurs. Le commerce de perles s'inscrivait ainsi dans des réseaux globaux mêlant exploitation coloniale, traite atlantique et consommation aristocratique européenne. Cette réalité est totalement transfigurée dans une allégorie mythologique peinte par Jacopo Zucchi pour Ferdinand Ier de Médicis, où la pêche de perles et du corail apparaît idéalisée, débarrassée de toute référence aux conditions inhumaines du travail réel. Dans le langage visuel de l'époque, les corps noirs étaient d'ailleurs souvent juxtaposés aux perles, afin d'en exalter l'éclat par contraste chromatique. On l'observe dans les sculptures dites mauresques ou blackamoor, statuettes en bois laqué sombre représentant des serviteurs soutenant deux coupes débordant de bijoux. Un mécanisme similaire apparaît également dans le portrait de Louise de Kéroual peint par Pierre Magnard, où une fillette afrodescendante offre de coraux et de perles à la duchesse. Les colliers de perles portés par l'enfant fonctionnent presque comme une allégorie du prestige et de la beauté de sa maîtresse. Dans l'Italie moderne, l'usage de perles était strictement réglementé par les lois sumptuaires. Seules les épouses de nobles, de chevaliers ou de docteurs pouvaient en porter, et encore en quantité précisément définie. Entre le XVe et XVIIe siècle, les colliers de perles Vezzolo signalaient avant tout la condition d'épouse d'une femme, qui le portait durant les premières années de son mariage. Symbole de fertilité, il évoquait l'exercice légitime de la sexualité au sein de l'union conjugale, la vertu féminine, mais aussi le devoir reproductif assigné aux femmes, appelées à mettre leur fécondité au service de la famille et de la communauté. Dans la scène de la rencontre entre David et Bethsabée, déjà mariés, dont naîtra la lignée messianique, ces détails acquièrent une résonance particulière. Le lien entre perles, amour et mariage plonge d'ailleurs ses racines dans les Écritures elles-mêmes, où la perle devient aussi métaphore du royaume des cieux et de la parole évangélique. Dans le Cantique de Cantiques, ces joyeux expriment l'élétion et le désir amoureux. Tu me fais perdre la tête, petite sœur, ma fiancée. Tu me fais perdre la tête par un seul de tes regards, par une seule perle de tes colliers. Il est également frappant que les gestes par lesquels la servante africaine soulève le collier de perles rappellent très précisément celui de la Vierge élevant le rosaire au-dessus de l'enfant Jésus dans une autre composition de l'artiste. Ces parallélismes formels pourraient renforcer une lecture théologique de la scène comme préfiguration de la venue du Christ. À l'époque moderne, une tradition exégétique très problématique associait symboliquement les corps noirs à l'état de l'âme avant son union avec Dieu. Le célèbre verset du Cantique de Cantiques, Nigra sum sed formosa, je suis noire mais belle, était interprété par la tradition chrétienne comme une référence à l'état originel de l'âme, marqué par le péché, mais destiné à se purifier par l'union avec Dieu. Ces passages troublants, qui associent le blanc à la pureté et le noir à l'imperfection, relèvent combien la dichotomie morale entre lumière et obscurité constituait un schéma conceptuel susceptible d'influencer la perception des corps réels. Dans une lettre adressée à la noble Eustochium, Jérôme avait explicité davantage cette analogie, comparant la condition initiale de l'âme à celle d'une femme éthiopienne, terme qui dans la géographie de l'époque désignait souvent l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. La couleur de la peau était ainsi transformée de manière problématique en métaphore d'un état spirituel, celui de l'âme en attente de rédemption.
C'est la raison pour laquelle des figures associées à l'Afrique apparaissent parfois dans des sujets sacrés comme les crucifixions, en tant que signe de la vocation universelle au salut et de la disposition à la conversion. Dans cette perspective, la servante noire et belle représentée par Gentileschi pouvait être lue non seulement comme une présence exotique, mais aussi comme une image de l'âme dans son processus de transformation. Nous ne disposons d'aucun élément attestant que Gentileschi voulait activer cette métaphore. Il est toutefois plausible qu'un public cultivé pouvait en percevoir les résonances. Comme nous l'avons vu, le motif de la servante contemplant le collier de perles était déjà présent dans la version aujourd'hui conservée à Potsdam. La nouveauté de la toile Pitti ne réside donc pas dans l'invention du geste, mais dans la transformation de son sang par la présence de la servante noire. Il ne s'agit d'ailleurs pas de la première Bethsabée au bain où Gentileschi introduit cette figure. Dans un tableau antérieur, aujourd'hui conservé à Columbus Museum of Art, on voit déjà une servante africaine. Elle est toutefois reléguée à l'arrière-plan, son visage peu lisible, semblant endommagé ou inachevé. Elle tient dans la main un objet blanc, possiblement une plume. Il est significatif que malgré sa position marginale, la servante noire dirige son regard directement vers le spectateur, établissant un lien explicite entre la représentation et le public. Dans cette version, c'est une autre des servantes qui soulève le collier de perles. Dans le langage de l'ornement, couronne et guirlandes de perles figuraient parmi les coiffures nuptiales par excellence. Les boucles d'oreilles en perles pour femmes renvoyaient quant elles à la pureté et à la vertu. Les boucles d'oreilles en perles, il n'est donc pas surprenant de les retrouver portées par les Suzannes, peintes par Gentileschi, souvent conçues comme pendant à la figure de Bethsabée. Nombre de représentations de Bethsabée réalisées par l'artiste, y compris l'étoile Pitti et Columbus, furent exposées aux côtés de tableaux représentant Suzanne et le vieillard ou Lucrèce. Vers 1742, le biographe napolitain Bernardo de Dominici vit une Bethsabée, généralement identifiée avec la toile de Columbus, accrochée avec une Suzanne dans la maison du docteur Luigi Romeo. Mais Rigard a en outre mis en relation la Bethsabée Pitti avec la dernière œuvre connue de l'artiste, une Suzanne aujourd'hui à Brno, signée datée 1652, peut-être dit propriété d'Averardo de Medici. En 1636, l'artiste reçut un paiement pour 3 toiles, Suzanne, Bethsabée et Lucrèce, destinées au prince Karl Eusebius von Liechtenstein. La Bethsabée de Potsdam exécutée pour Francesco I Modeste était elle aussi exposée au Palazzo del Giardino de Parme, aux côtés d'une Suzanne aujourd'hui perdue et donc dans Tarquinius et Lucrèce. La récurrence de ces sujets n'a rien de fortuit. L'association de Bethsabée et de Suzanne les inscrit dans un programme iconographique centré sur les corps féminins exposés au regard masculin et sur la tension entre beauté terrestre et vie spirituelle. Les deux récits mettent en scène deux femmes observées, désirées et jugées. Mais leurs réponses divergent. Suzanne résiste aux avances des vieillards et défend sa vertu. Bethsabée, au contraire, s'abandonne au dessein divin. Dans ces séries de tableaux, les figures afrodescendantes semblent assumer une fonction de médiation entre la scène et le spectateur. Dans la toile de Columbus, son regard dirigé vers nous rompt l'autonomie de l'épisode biblique et nous engage activement. Une fonction analogue de charnière est également remplie par le jeune page qui écarte le rideau dans Tarquin et Lucrèce, geste théâtral qui dévoile l'acte de violence en train de se commettre. C'est une figure sage, suspendue entre l'espace de la représentation et le nôtre. Le fait que l'une des servantes soit représentée comme d'origine extra-européenne devait donc avoir une signification précise dans l'interprétation de la scène. Une autre version du même sujet, aujourd'hui à Sarasota, en Floride, n'apporte la preuve. En grande partie exécutée par les collaborateurs de Gentileschi, elle présente aussi une servante touchant les colliers de perles, caractérisée ethniquement, mais selon des traits différents de ceux associés à l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, les femmes d'origine extra-européenne n'appartenaient pas seulement à l'imaginaire pictural de Gentileschi, elles faisaient partie de son expérience vécue. On peut penser au lien attesté par l'échange épistolaire qu'elle entretient avec l'écrivain et musicien Pietro della Valle,
qui, lors d'un séjour en Perse, avait épousé une femme locale, Siti Mahani Djerida, dans l'intention de l'amener en Italie. Morte durant le voyage vers Rome, Siti Mahani reçut des funérailles solennelles qui firent forte impression et la rendirent célèbre et discutée dans les milieux romains de l'époque. Pour conclure, dans la Bethsabée du Palazzo Pitti, la servante afrodescendante fonctionne comme un double spéculaire de Bethsabée. Toutes deux sont absorbées par un objet qui concentre lumière, valeur et symbolisme. Si pour un public du XVIIe siècle, cette figure pouvait susciter des résonances allégoriques, elle ne sera toutefois être réduite ni à un simple signe de l'universalisme chrétien, ni à un détail exotique. Dans l'Italie du XVIIe siècle, l'image de personnes d'origine extra-européenne reflétait un horizon culturel désormais global, fait d'échanges, migrations, de conflits et de rencontres. Dans l'œuvre d'une artiste femme comme Artemisia Gentileschi, cette présence acquiert une dimension supplémentaire. Elle peut être comprise comme l'expression d'une féminilité plurielle et nuancée, qui se ne définit pas seulement en opposition au canon masculin, mais aussi à travers le rencontre d'expériences féminines différentes en fonction de l'âge, de la profession, de la condition sociale et de l'origine ethnique. La servante noire incarne une féminité différente de celle de Bethsabée, femme de rang, objet privilégié du regard du désir masculin, destinée à entrer dans la généalogie sacrée. Bien que reléguée à un rôle servile, la jeune femme noire transporte, observe, agit. Si Bethsabée est au centre du récit biblique, la servante est au centre du dispositif visuel. C'est elle qui capture notre regard et le réorganise. C'est elle qui, en soulevant le collier, introduit une réflexion sur la valeur de la beauté physique et spirituelle, sur la hiérarchie sociale, sur la norme et l'altérité. Dans la toile Pitti, la servante afrodescendante n'est ni un détail exotique marginal, ni une simple allégorie. Elle est un agent visuel, une présence qui reconfigure notre regard et redéfinit le sens du tableau. Merci beaucoup pour votre attention.